Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler des films que j'ai vus au Festival de Cannes cette année, puisque j'ai eu la chance d'y aller pendant 4 jours. Il y a 2 ans, j'en avais fait quelques vidéos que je vous mets dans le petit i. J'y étais allée avec mon association de radio, Radio Popcorn. Et puis cette année, j'y suis allée en fait toute seule pendant 4 jours seulement, parce que j'avais envie d'y aller en festivalière et que j'avais pas trop prévu et que je bosse beaucoup. Du coup, mes week-ends sont un peu improvisés à la dernière minute. Là où j'ai de la chance, c'est que je commence à avoir des amis qui travaillent dans ce milieu-là, donc j'ai été logée par elle notamment. Et puis pour ce qui est de l'accréditation qui permet de voir des films, j'ai eu aussi énormément de chance puisque Chloé, qui me suit sur internet, m'en a fait une parce qu'elle travaillait au marché du film, voilà. Et je me rends compte et je réalise la chance que j'ai eue d'avoir cette accrède. Mais sinon, sachez que n'importe qui peut se rendre au Festival de Cannes. Il faut seulement faire un petit dossier 3 mois à l'avance et l'envoyer sur le site internet du festival. Il y a plusieurs accrèdes de disponibles. Il y a évidemment les accrèdes presse et les accrèdes pro qui sont destinés aux professionnels, mais il y a aussi des accréditations pour les cinéphiles, donc pour les gens qui aiment le cinéma et qui veulent juste voir de nouveaux films, donc ça peut être vous comme moi. Il suffit d'une lettre de motivation, je crois, et peut-être aussi de justifier que vos études ou que vos projets personnels sont dans cette direction-là. Il y a un pass festivalier, si je ne m'abuse, qui est là un pass de 3 jours. Il y a sûrement d'autres choses dont je ne me rappelle pas, mais vraiment, si c'est un désir de votre part d'aller au festival, n'hésitez pas à checker leur site internet 3 mois avant pour demander ces accréditations qui sont quand même assez faciles à avoir. C'est juste un peu d'organisation et ça se fait très facilement. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Et surtout si vous avez des questions un peu plus précises et que je peux peut-être vous aider, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ici. Il faut savoir qu'au Festival de Cannes, il y a plusieurs sélections qui se déroulent en même temps. C'est-à-dire qu'on a la compétition officielle, donc le Festival de Cannes, avec les films qui sont présentés au Palais, qui est le bâtiment central un peu du festival, là où il y a les marches rouges, en gros. Mais il y a aussi d'autres festivals, comme Un certain regard, la sélection aussi de la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, qui est une de mes sélections préférées, le Festival Acide, et le Short Film Corner qui lui va présenter des courts-métrages. Il y a peut-être aussi quelque chose avec Adami, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de compétitions en parallèle, ce qui permet de voir énormément de films. L'avantage pour les gens qui bossent dans le ciné à ce moment-là, c'est de découvrir un petit film, peut-être un peu plus indépendant, peut-être un premier film de réalisateur ou de réalisatrice, et soit de l'acheter pour l'international, soit de proposer une coproduction, soit de repérer un talent pour plus tard si vous êtes une prod. Mais c'est vraiment très chouette parce que du coup, on découvre énormément de films, et notamment des premiers films, et moi je crois que c'est ce que je préfère, parce qu'il y a quelque chose de la nécessité absolue qui est peut-être un peu plus, en tout cas qui moi me touche peut-être plus qu'un gros blockbuster d'un réalisateur très connu et déjà affirmé. Il faut savoir que j'ai vu des choses un peu au pif, mais aussi par rapport à ce qui passait, parce que en fonction des jours il y a des films qui passent. Je vais commencer par le premier film qui est un peu le film qui a fait grand bruit, qui est le film qui a gagné aussi le prix de la mise en scène, qui est le retour de Léos Carax 9 ans après son dernier film, donc le film Annette, qui est déjà sorti finalement au cinéma et que j'ai d'ailleurs découvert au cinéma et pas au Festival de Cannes, mais je le rentre dedans parce que ça fait partie de la sélection. C'est un film avec comme acteurs principaux Adam Driver et Marion Cotillard qui se déroule à Los Angeles. Il s'agit d'une comédie musicale où elle joue une soliste soprano, lui joue un one-man show comédien drôle et il tombe amoureux et c'est l'histoire de leur amour passionnel et la forme qu'il va prendre au fur et à mesure de la passion. Ils vont notamment avoir une petite fille et va s'en suivre des aventures, mais je veux pas trop vous spoiler. Peut-être contrairement à l'avis général et peut-être par rapport aux critiques que vous avez pu en entendre, c'est un film que j'ai vraiment pas aimé du tout. Déjà esthétiquement, je l'ai pas trouvé joli. En fait, j'ai pas aimé les images, j'ai pas aimé les cadres, j'ai pas aimé les matières, c'est con, mais comment sont filmées les peaux, comment sont filmées les matières, les éléments de nature et de décoration, ça déjà c'est un truc qui pour moi était très lointain, qui était assez faux, qui avait pas des lumières qui me touchent particulièrement, et déjà esthétiquement c'est pas un film dans lequel j'ai plongé, quand bien même il y a énormément d'artifices du cinéma, que ce soit de la musique, de la comédie musicale, du plan séquence. J'ai pas aimé le scénario qui pour moi pointe du doigt une relation assez toxique et je crois que j'ai de plus en plus de mal avec ça. Non, en fait, j'ai vraiment pas aimé, j'ai pas été touchée, j'ai été vraiment mal à l'aise. Alors, je sais pas si c'est le dispositif de la comédie musicale ou encore une fois les couleurs ou juste le Marion Cotillard que j'aime pas du tout comme actrice, mais j'ai été hyper dérangée par le propos. Je trouve que ça va vite vers des facilités, ça va vers des enjeux qui sont un peu très clairs et évidents et il y a assez peu de complexité, de psychologie des personnages. On est quand même sur des espèces de clichés, en tout cas de mon point de vue.
on est quand même aussi sur une satire assez facile de ce que c'est que la vie d'artiste. Ça vient mettre en exergue ce que ça a de beau comme de dégueulasse, mais ça me paraît évident quand on réfléchit un peu à ce que c'est qu'être artiste finalement et d'assumer son travail à ce point-là. Donc j'ai pas trouvé ce film fin en fait, je l'ai trouvé grossier, je pense que c'est ça qui m'a le plus dérangé. Donc c'est pas un film que je vous recommanderais, mais je vous invite à aller vous faire votre propre avis. Et si je dois quand même souligner quelque chose de positif, ou quelque chose en tout cas que j'ai apprécié dans le film, c'est la performance d'Adam Driver, qui est un acteur que vraiment j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec la série Girls de Lena Dunham, et puis qu'ensuite on a retrouvé notamment dans Marriage Story de Noah Baumbach, qui est un acteur qui est pour moi absolument époustouflant, et là il le prouve encore une fois, il est vraiment très très fort, même si il a tendance à jouer beaucoup les mêmes personnages d'hommes très torturés dont on tombe quand même amoureuse ou amoureux. Et ça aussi j'ai du mal avec les portraits de mecs torturés qu'on peut pas s'empêcher d'aimer. En tout cas, Annette n'était clairement pas mon coup de cœur de cette sélection officielle, vous l'aurez compris. Dans la sélection officielle, j'ai aussi vu un autre film qui m'a malheureusement pas particulièrement plu et qui pourtant était tant attendu. Il s'agit de The French Dispatch, le dernier film de Wes Anderson, qui réunit un casting de ma boule mentale avec notamment Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet et Lina Coudry, donc un casting tant français qu'américain, voire anglais. C'est le rédacteur en chef du French Dispatch, donc, qui a une petite antenne dans la ville française d'Ennui sur Blasé, qui est à mon avis une espèce de moquerie et un mélange de la ville d'Avignon et de la ville de Paris. Avec ce magazine, il a des journalistes qui font donc des articles, et là et en fait c'est assez incompréhensible comme scénario, mais en fait on apprend au début qu'il meurt, et du coup chacun des journalistes revient sur le dernier article qu'il a écrit, et donc finalement on n'a pas un film, mais on a 5 films en un. Donc déjà on a une grosse complexité scénaristique, mais en plus de ça, vous imaginez bien qu'on a tout le délire Wes Anderson, c'est-à-dire de la symétrie, du double écran, du noir et blanc qui rencontre la couleur, de la BD même, il y a de l'intervention de la BD. On a énormément de personnages, on a beaucoup d'informations dans l'image, on a vraiment, pareil, encore une fois, un réalisateur qui est en train de kiffer ce qu'il est en train de faire et de vraiment pousser au bout tous ses délires et toutes ses passions. On parle notamment de cuisine, on parle de politique aussi, on parle de jeunesse, de vieillesse, on parle de sexualité, on parle d'artistes, on parle de valeurs de l'art. Et en fait, ça en devient ennuyant, vraiment ennuyant, et surtout, j'arrivais pas à suivre le fil, et encore une fois, j'ai pas été particulièrement touchée, parce que j'ai trouvé tout un peu anecdotique et tout un peu dans la réalisation du désir pur et simple du réalisateur, et il y a notamment des plans à des moments sur des plats de bouffe qui sont mais totalement anecdotiques, qui servent à rien. Ça fait pas souvent progresser l'histoire, c'est plus un ramassis de petits objets. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que ce film était très complexe et très complet pour au final très peu de propos et très peu de logique, et surtout pas vraiment beaucoup d'émotions, en tout cas de mon côté. Donc ouais, franchement, j'ai été particulièrement déçue. Après, je suis pas non plus une fan inconditionnelle de Wes Anderson, je vais pas vous mentir, mais il y a un film que j'adore de lui qui est The Darjeeling Limited, et j'ai beaucoup aimé aussi La famille Tenenbaum. Donc quand il s'agit de faire de la poésie sur la vie, la mort et tout, je trouve qu'il y a quelque chose et que vraiment il peut être très fort pour ça, et ça m'a vraiment beaucoup manqué dans le scénario du French Dispatch. Donc bon, j'ai hâte d'avoir vos avis à vous quant à ce film là qui moi je suis passée totalement à côté. Un autre film de la compétition officielle, cette fois-ci réalisé par une femme, Mia Hansen-Løve, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup et dont j'ai vu quasiment l'intégralité de sa filmographie, Bergman Island. Vicky Krieps est absolument excellente dans ce film-là, donc pour sa performance, je vous conseillerais d'aller le voir. Et en termes d'histoire et de scénario, on est sur 2 cinéastes, un couple finalement, qui va se retrouver sur l'île de Bergman, l'île de Faro, pour travailler et pour écrire, et donc ils font une espèce de retraite, un peu, ils partent en vacances / résidence de travail pour écrire de nouveaux projets, et on va suivre notamment la jeune femme qui est face à un mari très productif, assez connu, qui donne des conférences sur l'île, quand elle est un peu plus en retrait et a plus de mal à travailler son film et à écrire son film. On le met en perspective de sa vie privée. Mia Hansen-Løve, elle est sortie pendant longtemps avec Olivier Assayas, qui est un autre grand réalisateur, et donc on peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a beaucoup d'éléments de sa vie privée, sûrement qu'elle a translaté dans cette histoire-là, et moi c'est quelque chose que j'aime particulièrement, de percevoir quelque chose de la vie privée du cinéaste dans ce film, et là ça n'a pas manqué, clairement.
particulièrement. Elle a vraiment une douceur et une réelle poésie à filmer les histoires d'amour. Il y a des paysages qui sont absolument magnifiques et elle donne le goût d'aimer vraiment et de tomber amoureux. Ça, c'est assez fort. Elle est très très forte pour ça. J'ai l'impression qu'elle me suit toujours de toute façon dans mes histoires d'amour, ce qui est assez ouf. Son dernier film, Maya peut-être, se passait en Inde et il y avait énormément d'éléments qui me rappelait ma dernière histoire d'amour, puisque j'ai vécu une histoire d'amour et qu'on est parti en Inde, bref. Mais il y avait énormément d'éléments similaires jusqu'aux endroits que les deux personnages de ce film-là visitaient, comme mon ex et moi on a pu le faire. Et là, dans celui-ci, il y a une histoire d'amour où pareil, je me suis vachement reconnue dans mon histoire précédente, et ça, c'est assez ouf. Et je trouve ces petits hasards assez dingues, et j'adore ce qu'elle raconte de l'amour. Ça, c'est un fait. Et puis après, pour ce qui est du scénario, elle a réussi à faire un travail assez complet parce qu'elle fait rentrer le scénario dans le scénario. Je veux pas trop vous spoiler, mais en fait, on va suivre plutôt 2 histoires qu'une. Et donc, du coup, on va avoir 2 films en parallèle l'un de l'autre. Et pourtant, ça a réussi à très bien tenir. C'est pas un film absolument révolutionnaire et j'ai pas été transcendée, mais j'ai aimé l'objet et j'ai aimé toute la réflexion, notamment sur le travail du cinéaste, le travail d'écriture, le travail de rendre vivants ces personnages. Et du coup, je me suis beaucoup reconnue finalement avec le personnage principal, même si je suis loin d'être une très grande réalisatrice comme elle, loin de moi la prétention de dire un truc pareil, mais dans ce travail d'écriture et dans ce travail de transposition de vécu personnel dans une histoire qui sera plus nôtre et qui fera vraiment un film, ça j'ai aimé cette réflexion-là. Et puis encore une fois, les paysages sont très beaux, c'est un beau film de vacances, léger, de douceur, assez englobant lui en revanche, qui fait plutôt du bien au moral. Donc je vous le recommande en fait assez chaleureusement. C'est un bon film à regarder là cet été, si vous êtes en vacances en Bretagne par exemple ou sous la pluie de Paris. Je trouve que c'est un film réconfortant. Mon meilleur moment du festival, ça a sûrement été la projection de Trepiani de Nanni Moretti. Nanni Moretti, c'est un de mes réalisateurs préférés, notamment parce qu'il a réalisé Journal intime en 95, qui est un film que j'aime particulièrement parce qu'il mélange encore une fois beaucoup d'intime du cinéaste, puisqu'il y joue son propre rôle presque. Ici, il revient avec un film qui s'appelle Trepiani, qui raconte le destin de plusieurs familles qui habitent dans le même immeuble à 3 étages différents. Je peux pas vous en dire grand chose sur le scénario parce qu'il faut vraiment découvrir ce film, mais c'est beaucoup de destins qui se mêlent et c'est la première fois qu'il adapte un roman en fait. Et là, c'est un roman libanais. C'est un très beau film parce que ça parle de tout ce que j'aime. La vie, la mort, les relations de famille, ce qui marche pas, la maternité, la paternité, le lien du sang, les liens d'amour, la trahison, la tromperie. Enfin, beaucoup de choses qui sont un peu les bases de la vie et c'est vraiment comment on évolue avec ces différentes familles à travers l'âge. C'est un film et un cinéma que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup pleuré parce que je mets toujours en perspective avec ce que je vis moi-même et ça m'a rappelé pas mal de choses. En revanche, je pense que c'est quand même un film qui est fait pour les adultes, qui est un film qu'on peut percevoir qu'à partir du moment où on a un peu une certaine conscience de la vie, de la mort, de la maladie et pour moi, c'est arrivé au bon moment, mais je pense que j'aurais découvert ce film il y a encore 3-4 ans. J'aurais pas été sensible du tout. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un film un peu d'adulte plutôt, je crois. Et en revanche, il y a une scène et un enjeu dans le scénario autour du viol qui est absolument pertinent, important et vraiment très intéressant. Ça m'a vraiment mis en perspective à nouveau cette question de l'abus sexuel, qui est victime, qui est coupable et comment on le détermine. Ça, c'était vachement intéressant. J'ai trouvé ça très fort. Je sais qu'il plaira pas à tout le monde, que c'est très particulier par rapport à mon rapport au réalisateur, à sa filmographie et à moi-même dans ma propre vie. Mais si vous aimez les destins familiaux, les films assez réalistes, contemporains, et le travail de Nanni Moretti et son humour toujours un peu piquant dans les plus grands drames de la vie, ça vous plaira sûrement et je vous le recommande volontiers. Dans la sélection officielle, j'ai aussi vu La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov, qui était le réalisateur qui avait fait Leto, un film que j'avais beaucoup aimé. Un personnage qui s'appelle Salnikov va avoir la fièvre et va se balader dans la Russie glaciale avec énormément d'alcool et énormément de délire provoqué par sa fièvre. Mais ce film est absolument incompréhensible, avec pas mal de violence gratuite, avec une caméra qui bouge et qui est censée nous emporter dans cette sensation de fièvre justement, et je trouve que ça le fait bien. Mais moi j'ai pas du tout accroché, ni avec le propos, ni avec le personnage, ni avec l'ambiance. Enfin, c'était assez traumatisant à tel point que je suis sortie avant la fin du film, ce qui m'arrive très rarement, mais là c'était assez un supplice pour continuer à rester alors que je trouvais vraiment
pas d'intérêt au film. Et je suis un peu déçue parce que j'avais beaucoup aimé Leto, qui pour le coup avait aussi ce truc de allez, je vous prends avec moi, avec ma caméra, je vous emmène dans cette réalité et je tourne entre les pièces et c'est aussi fiévreux et c'est aussi un portrait de la Russie et tout ça. Mais là pour moi c'était raté, et encore une fois un peu de la branlette intellectuelle d'un mec qui a envie de se faire kiffer sur ses idées. Mais certaines d'entre vous qui l'ont vu à Cannes m'ont dit l'avoir aimé et en plus ont défendu absolument pourquoi elles l'avaient aimé, donc mes critiques ne sont que des avis personnels. Je vous partage ma sensibilité et mon ressenti, mais c'est pas des vérités générales et il faut absolument que vous alliez voir un film s'il vous tente et pour vous faire votre propre avis, parce que c'est aussi en confrontant les avis qu'on comprend mieux un film ou le travail d'un réalisateur, et puis soi-même aussi finalement sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et pourquoi on aime ou on n'aime pas quelque chose, pour les motifs, pour les thèmes, pour la manière d'aborder un sujet, voilà. Ça permet finalement de se connaître un peu mieux et il faut être curieux. C'est aussi pour ça que je vais au Festival de Cannes et que j'aime découvrir tous ces films complètement au pif, c'est que potentiellement j'y serais jamais allée s'ils n'avaient pas été présentés dans ce cadre-là, et ça me forge un esprit critique. 2 films que j'ai beaucoup aimés, le premier c'était dans la sélection Un certain regard, il s'agit de Mes frères et moi, le film de Yohan Manka avec notamment en acteur Maël Rouine-Berrandou, Judith Chemla, Dali Ben Salah. Le jeu des acteurs est absolument formidable, on est sur une ambiance qui est quand même très The Blaze en termes d'image, et donc forcément ça me touche beaucoup, et ça se passe à Sète, ma ville préférée au monde, que je ne connais pourtant que par le cinéma, mais voilà, une ville dont l'imaginaire et les couleurs me plaisent beaucoup. Ici on suit Nour, un petit garçon qui a 3 grands frères et une maman très malade puisque dans le coma chez eux, et c'est comment ils font pour vivre au quotidien, chacun avec leurs histoires, et cette volonté de la garder avec eux, près d'eux, tout en devant faire face à la galère de la vraie vie, comment trouver du fric, comment se nourrir et comment s'éduquer, et aussi comment supporter l'été, puisque on est en été, que Nour s'ennuie. Du coup il va faire un peu des travaux d'intérêt généraux. C'est un peu un truc auquel on croit pas trop, qu'un enfant de cet âge-là fasse des travaux d'intérêt généraux pendant l'été, mais bon, ça passe quand même dans le cours de l'histoire. Et il va tomber, pendant qu'il fait ses travaux, sur une classe de chant, et il va être passionné, il va se mettre à vouloir faire du chant, mais évidemment confronté à son milieu, ses frères, la réalité de la dureté de sa vie. C'est un film qui est assez beau, même si le scénario est assez classique et c'est assez attendu tout ce qui s'y passe. On plonge bien quand même dans cette réalité-là, le jeu des acteurs est assez fort et les couleurs sont assez belles. Ensuite, un autre film que j'ai vraiment adoré, qui je pense est le film que j'ai préféré pendant ce festival de Cannes et qui lui était présenté à la semaine de la critique, c'est le film de Leila Bouzid, Une histoire d'amour et de désir, avec Sami Outal Bali et Zbeida Bella Jamor. L'histoire de 2 jeunes gens qui se rencontrent à l'université. Elle est tunisienne et vient faire ses études à Paris, lui vient de banlieue, et ils vont tous les deux faire des études de lettres modernes et ils vont s'intéresser notamment à la poésie du XVIe siècle arabe. Donc il y a cette découverte de la littérature arabe un peu érotique, et en même temps qu'il découvre ça dans ses études, le jeune garçon découvre aussi ce que c'est que le désir dans la vraie vie pour sa camarade de classe. C'est vraiment très beau en termes de couleurs, en termes de propos, dans ce que ça filme, des peaux, des corps, des non-dits, du désir justement, et ça c'est très bien fait. Forcément on s'identifie à tout ça parce que ça rappelle les premiers émois, les premiers amours, ça rappelle Paris quand on est étudiant parisien, le mini-studio et les teufs dans les appartements bourgeois. Je suis contente que ces personnages existent, ça fait du bien de sortir de la bourgeoisie parisienne et de montrer que non, Paris c'est pas que ça, la Sorbonne c'est pas que ça. Il y a aussi tout ce rapport à étudier qui est très beau, pourquoi on apprend, comment on apprend, et ça m'a vraiment donné envie d'apprendre, et c'était très beau sur la transmission, le désir de savoir plus, comment ce qu'on apprend parfois dans nos études accompagne ce qu'on traverse comme événement dans nos vies. Encore une fois, amour et désir sont mes mots préférés au monde, mes sujets préférés au monde, donc forcément ça ne pouvait que me plaire. Mais vraiment c'était l'avant-dernier film que j'ai vu, et vraiment il est tombé à pic parce que j'étais un peu de manière générale déçue de ce que j'ai vu cette année à Cannes, n'ayant pas pris de grosses bonnes claques sa mère. J'ai aussi vu le film Aline de Valérie Lemercier, qui faisait pas partie de la compétition mais qui était quand même présenté à Cannes, qui est un biopic sur Céline Dion, qui je croyais était un faux biopic mais qui en fait est absolument vrai, avec que des événements vrais. C'est vraiment super chouette comme film, c'est un film familial, c'est un film même touchant parce que ça raconte ce destin improbable de cette Céline Dion, qui dans le film s'appelle Aline Dieu, et puis Valérie Lemercier quoi, j'ai pas trop besoin d'expliquer qui elle est et ce qu'elle fait, mais en fait j'ai été emportée par le film, j'ai vraiment ressenti des émotions, j'ai adoré comment était traitée la relation de Céline avec René Charles,
Puis vraiment, ça m'a touchée par rapport au destin de Céline Dion, quoi. Et je suis encore plus admirative de la carrière de cette femme. Ça sort cet hiver, vers novembre-décembre, je crois. Et c'est un film qui va faire du bien quand il va faire un peu froid. Vraiment, parce que ça fait rire et en même temps, ça se tient de bout en bout. Enfin, c'est un bon moment agréable. C'est pas du grand cinéma, mais c'est un moment de détente assez chouette. Dans la sélection Un certain regard, encore une fois, j'ai vu Money Boys de Yilin Shenbo, qui raconte l'histoire du jeune Fei, qui est un garçon qui vient d'un village et qui, pour subvenir à ses besoins, déménage en ville et va se prostituer. C'est un film assez violent sur ce que ça raconte de l'amour, de la désillusion, du travail, et de aussi, est-ce qu'on peut considérer la prostitution comme un travail, sur toute cette question-là. C'est hyper intéressant, les dialogues sont très justes, très beaux visuellement aussi, il y a vraiment des plans magnifiques, la photographie est très 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 belle, mais encore une fois, pour moi, c'était pas exceptionnel. C'était un très beau film qui se tient pareil de bout en bout, qui a une belle histoire, qui a un scénario qui est fort, des personnages qui ont lieu d'être et on est plongé dans leur réalité, mais il y a un truc de froideur et de distance, peut-être par rapport au sujet, mais j'ai pas été complètement emballée, ce qui est assez dommage, quand bien même je trouve encore une fois que sur cette question du travail et de ce qui définit un travail ou pas, sa valeur, si c'est un bon travail ou pas, c'était intéressant. Voilà, je suis pas très claire, mais bon, vous avez compris. Un autre film que j'ai vu, c'est un film de la quinzaine des réalisateurs. Il s'agit d'un documentaire qui s'appelle Futura, qui est un documentaire italien, réalisé par 3 réalisateurs, Pietro Marcello, Francesco Munzi et Alice Rohrwacher, la réalisatrice de Heureux comme Lazaro, un film que j'avais adoré, dont j'avais parlé dans un bilan culturel et que je vous recommande vraiment grandement. Ici, c'est un travail collectif où pendant 1 an, ils sont allés interviewer la jeunesse italienne à travers tout le pays. Seulement, ils ont été bloqués par le confinement et du coup, ils ont dû repenser ce format-là en interviewant des gens plus proches de chez eux, dans leur quartier, dans leur banlieue, dans leur campagne. Et donc, ils ont interviewé plein de jeunes à travers différentes villes pour parler de sujets sur notamment leur avenir, la révolution, l'amour, leur place dans cette société, ce qu'ils envisageaient pour le futur finalement. C'est un documentaire qui était assez long quand même, un petit peu soporifique j'ai trouvé parce que c'était assez répétitif, quand bien même c'était très beau, les images sont sublimes, c'est tout filmé à la pellicule, ces jeunes ils sont très très beaux et puis ils ont beaucoup d'espoir, donc c'est assez galvanisant comme propos, mais c'est quand même toujours du portrait de eux qui parlent et qui racontent quelle est leur vie. Donc c'est un peu comme un long épisode de podcast des pieds sur terre à mon avis. Et ça m'a un petit peu ennuyée au bout d'un moment parce que artistiquement parlant, c'est beau mais c'est assez simple. Donc c'est une belle archive mais une longue archive. Et peut-être que j'aurais préféré regarder ça en plusieurs épisodes découpés, par exemple, ou quelque chose comme ça. J'ai ressenti que j'avais vieilli, que j'avais grandi, que j'avais changé de point de vue vis-à-vis de la vie parce que, justement, j'étais assez éloignée d'eux, finalement, et j'avais plus ni les mêmes espoirs, ni les mêmes ambitions, ni le même regard sur mon avenir et sur celle que je suis. Et ça m'a quand même fait un petit choc de voir que je devenais définitivement une adulte et ça m'a fait aussi réaliser que peut-être certains d'entre vous qui me suivaient étaient beaucoup plus jeunes et d'autres un peu plus vieux, dans un âge en fait de transition entre l'adolescence et l'âge adulte quoi. Du coup mon propos va pas du tout résonner de la même manière en fonction de l'âge et de l'expérience que vous avez et ça je l'avais pas trop mis en perspective, je me rends pas compte qu'aujourd'hui j'ai déjà 10 ans d'écart avec des lycéens de 15 ans et ça m'a marqué un peu. Le dernier film que j'ai vu à Cannes cette année, c'est Women Do War, un film qui lui était dans la sélection d'un certain regard et qui est un film bulgare d'après une histoire vraie et qui a été réalisé par 2 amies, Mina Mileva et Vesela Kasakova, qui elle-même a fait travailler ses sœurs, sa jumelle, sa cousine, sa nièce, enfin toute sa famille en tant que comédienne dans ce film. Et là, on va suivre le destin de femmes justement qui vont quasiment jouer leur propre rôle, on a l'impression, et qui vont être confrontées aux difficultés que c'est finalement juste d'être une femme vis-à-vis des violences, vis-à-vis du mari, vis-à-vis de la solitude, de la maternité, de la sexualité, de beaucoup de choses et notamment aussi un peu de la folie ou de l'hystérie, enfin bref. C'est très intéressant parce que ça dépeint très très bien toutes les difficultés face auxquelles on est confronté, encore plus en Bulgarie parce que finalement c'est un pays qui n'a pas encore totalement accepté l'homosexualité ou des choses comme ça, donc est encore vachement plus patriarcal, quand bien même nos sociétés le sont encore, mais je veux dire elle est encore plus patriarcale et encore plus discriminante envers les femmes et c'était bien mais c'était assez violent quand même, on va pas se mentir, et j'en ai un peu marre de voir toujours cette même violence revenir avec des destins où bien sûr on voit une sororité se créer mais on voit quand même les difficultés quoi et du coup c'était assez dur, notamment sur le sujet
du sida, de la maladie sexuellement transmissible, parce qu'il y a une jeune ado qui tombe malade de ça à cause de son amant qui lui est un père marié. Et ça c'était vraiment un peu un choc pour moi de me confronter à ce sujet-là dont on parle quand même souvent puisqu'on nous dit de nous protéger tout le temps et qu'on prône la liberté sexuelle mais qu'on le fait en connaissance de cause. Et pourtant ça m'a fait un choc parce que je me suis rendu compte de ce que cette liberté elle nous coûtait potentiellement et de à quel point peut-être encore aujourd'hui on réalisait pas tout à fait comme ça pouvait être grave, dangereux et qu'il était question de maladie. Je parle pour moi de mon point de vue, mais je sais que je suis pas irréprochable en termes de protection en fonction des partenaires, des moments où je suis et de ma vie quoi. Et là ça m'a fait un petit électrochoc qui fait du bien par où il passe, voilà. Je vais pas vous faire de l'éducation sexuelle pour les teubés, mais vous avez le propos quoi. Voilà, et bah écoutez, je crois que c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé de tous les films que j'ai vus au Festival de Cannes cette année. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller au festival un jour, bah n'hésitez pas parce qu'il y a un amour et une consommation entre guillemets du cinéma qui est vraiment toute particulière. On voit les films différemment parce qu'on a l'occasion aussi d'applaudir ceux qui les ont faits et ça c'est assez incroyable en fait d'applaudir un film et puis de partager cette émotion dans cette salle pour la première fois mondiale généralement. C'est très très beau ce qui se passe à Cannes, cette effervescence et cette rencontre entre ceux qui créent et le public. Donc moi c'est vraiment un endroit que j'adore et le Festival de Cannes je vais essayer de le faire tous les ans parce que mon rapport au cinéma n'en est que plus beau, plus vrai. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu un jour de mon vivant applaudir pour de vrai Nanni Moretti qui était dans la même salle que moi. Je trouve ça beau, voilà, c'est tout. J'espère que ce petit bilan de tous ces films vous aura plu. Si vous avez un avis divergent du mien, surtout n'hésitez pas à le partager en commentaire. Il y a plein d'autres films qui étaient présentés que j'ai pas eu le temps de voir et si vous les avez vus, surtout recommandez-les, faites en sorte que l'espace commentaire encore une fois soit un espace de partage. On se retrouve bientôt pour un prochain bilan culture ou que sais-je. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bisous.